Nous pouvons y aller. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir au public du Cirque Aristote qui m'a fait la gentillesse de m'inviter pour traiter de ce sujet. Donc c'est un sujet dont je ne suis pas spécialiste, hein, malgré une certaine connaissance des sciences sociales. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas économiste, je ne suis pas spécialiste de la criminalité. Ce n'est pas un domaine que j'ai étudié spécialement. Donc voilà, il faut prendre avec une certaine voilà, il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'infaillible où il peut y avoir des erreurs ou des simplifications dans ce que je vais présenter, mais bon, il ne faut pas s'attendre à avoir affaire à un expert des questions. Néanmoins, j'ai quand même pas mal travaillé justement pour me mettre à niveau du sujet que j'allais traiter ce soir, donc c'est un sujet inédit, voilà, ça ne correspond pas au thème habituel que vous pourriez trouver sur mon blog, donc je renvoie ceux qui nous ont rejoints au blog qui est aussi celui que je suis en train de streamer pour avoir accès au texte que je vais commenter. Ceux qui veulent le télécharger peuvent le trouver dans le salon chat conférence. Donc je ne suis pas un expert du sujet, néanmoins je vais essayer de vous présenter voilà, une réflexion sur la manière dont les sciences sociales s'emparent de la question de la criminalité, en essayant d'ouvrir les perspectives que tire cette réflexion vers le domaine qui nous intéresse, je pense, tous ici, des politiques publiques et quelles sont les implications finalement des différentes théories en circulation sur la manière dont nous pensons, dont nous préconisons ce qui serait le meilleur en matière de politique luttant contre la criminalité. Alors je vais suivre le plan qui normalement s'affiche sur le stream. Donc ce sera une conférence en deux parties. Dans la première partie, je vais vous présenter l'approche utilitariste du comportement criminel. Donc il y aura à chaque fois dans les deux parties du plan une partie épistémologique où je vais vous présenter un champ de réflexion ou une certaine manière de poser les problèmes ou de réfléchir quand on fait des sciences sociales. Ensuite, à chaque fois, on aura un article ou des extraits d'articles qui seront commentés dans les parties 2, les petits 2 de chacune des deux parties, pour exemplifier à travers un cas concret de texte théorique sur la criminalité, comment l'approche générale qui a été introduite est appliquée au problème de la criminalité. Et ensuite, après la lecture commentée de ces différents articles, je ferai des petits points critiques sur la méthodologie, sur les intérêts, les apports et les limites des approches qui ont été utilisées par les deux chercheurs que je vais confronter dans cette petite mise en scène des courants théoriques. Euh, voilà. Donc je commence par le grand 1, l'approche utilitariste du comportement criminel. Et petit 1, quelques rappels épistémologiques sur l'individualisme méthodologique et l'utilitarisme en sciences sociales. Alors je dis que c'est un rappel parce que j'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur ma chaîne Odyssée qui est une introduction à la sociologie. Donc il y a peut-être des gens dans le public qui n'ont jamais fait de sociologie, qui ne connaissent pas la sociologie, que ça intéresse pas, ou enfin, si ça ne les intéresse pas, ils ne seraient pas venus, mais bah, qui n'ont pas forcément de connaissances de cette science. Donc ultérieurement, si le sujet vous intéresse, vous aurez cette vidéo que vous pourrez consulter pour avoir des bases dans cette discipline. Mais je vais quand même faire quelques rappels en présumant que vous ne l'avez pas vu. Et j'ai de la pub partout parce que... Alors, je veux la page 2, moi. Donc, je vais quand même faire quelques rappels ou quelques précisions sur qu'est-ce qu'on peut entendre par une approche individualiste méthodologique en sciences sociales. Donc schématiquement, très schématiquement, on peut opposer les modèles ou les démarches intellectuelles qui sont mobilisées en sciences sociales entre deux pôles, qui seraient le pôle de l'individualisme et le pôle du holisme. Et alors la première approche, c'est les approches de type individualiste méthodologique. Alors, c'est des démarches, c'est des espèces de chemins de pensée, si vous voulez, et quand on fait des sciences sociales avec un cadre de réflexion qui est de nature individualiste, c'est un petit peu, pour vous donner une métaphore, pour entrer dans cette vision des choses, c'est un petit peu comme si dans un jeu vidéo ou dans un film,
on avait un point de vue à la première personne. Donc un point de vue à la première personne, j'imagine que vous avez tous vu des films hein, quand même. C'est le point de vue qu'on aurait si on regardait le monde à travers nos yeux, hein, à travers ce qu'on perçoit directement, à travers le point de vue d'une caméra par exemple, de quelque chose qui est un point de vue singulier, individuel, une perspective individuelle, et voilà, quand la caméra ou quand le personnage déplace la tête, enfin, on voit exactement ce qu'il voit, donc on se met à l'échelle de l'individu, si vous voulez, dans une démarche de type individualiste. Et donc ce sont des approches de la compréhension des phénomènes sociaux qui tentent d'expliquer les phénomènes sociaux comme le résultat d'interactions entre des actions individuelles. Ce sont des démarches en sciences sociales qui vont accorder une place prépondérante à l'acteur, à la perspective d'individus qui agissent et dont les actions vont façonner les phénomènes sociaux. Ce sont des démarches où on va essayer de se mettre à la place des individus par une approche empathique ou par une approche qui tente de restituer leur subjectivité, de se mettre à la place de la personne qui fait l'action, de se mettre dans la tête de la personne qui fait l'action. Donc ça mobilise une certaine forme d'empathie, si vous voulez, les approches de l'individualisme méthodologique. Par exemple, en sociologie, elle serait fortement caractéristique de la sociologie de Max Weber, par exemple, si ça vous évoque quelque chose. Une autre métaphore qu'on peut mobiliser pour essayer de rendre compte de ce point de vue individualiste en sciences sociales, ce serait la métaphore du jeu d'échecs. Les chercheurs qui utilisent un cadre de réflexion individualiste, ils vont avoir tendance à penser le monde social comme un endroit où eh bien, il y a des acteurs qui font des choix, qui sont des acteurs qui sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils visent des buts conscients. Ils ont des stratégies, hein, comme aux échecs, hein, ils se disent on va faire ci, puis après on va faire ça, etc., pour atteindre tel but. Et donc voir le monde à travers les yeux d'un cadre de pensée individualiste, c'est le voir un peu comme une partie d'échecs où tel individu fait des choix rationnels pour atteindre des buts, gagner des positions. Donc c'est une approche qui est très subjectiviste, ou subjectivante, comme vous voulez. Il s'agit de mettre l'accent sur ce que pensent les joueurs du jeu d'échecs, et de prendre au sérieux la conscience qu'ils ont de leur action, quels sont les buts qu'ils se donnent à eux-mêmes, quelles sont leurs intentions, où est-ce qu'ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils ont à l'esprit, quelles sont leurs stratégies. C'est une approche de ce type-là qui guide une démarche individualiste. Et pour l'individualiste, tous les phénomènes sociaux d'ordre collectif peuvent être décomposés ou ramenés à des interactions d'individus qui produisent ces phénomènes par un enchevêtrement d'actions individuelles. Donc c'est une explication des phénomènes complexes par ce qui est le plus simple, ce qui est le plus immédiat, qui serait le point de vue de l'individu. Il y a évidemment des équivalents de ça dans des réflexions de type philosophique, hein, mais là c'est une démarche des sciences sociales. Alors plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on appelle l'utilitarisme en sciences sociales? C'est une variante de la catégorie générale que je viens de décrire, qui serait la démarche individualiste. Quand on parle d'utilitarisme, il faut faire attention parce que la notion d'utilitarisme n'a pas le même sens selon qu'on parle de la philosophie ou qu'on parle des sciences sociales. En philosophie, l'utilitarisme, c'est une doctrine morale, et ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on entend par utilitarisme en sciences sociales. L'utilitarisme est une notion polémique qui est utilisée par des gens qui contestent la démarche qu'ils attaquent en la décrivant comme une démarche utilitariste. Et cette démarche, elle est souvent associée à ce qu'on appelle le modèle de l'homo economicus. Alors Wikipédia nous définit très bien que le modèle de l'homo economicus, c'est une représentation théorique du comportement humain qui est à la base du modèle néoclassique en économie. Et les postulats fondamentaux de cette tentative de modéliser le comportement humain, c'est que l'individu humain est un acteur qui fait des choix rationnels pour maximiser son intérêt. Pourquoi ces postulats plutôt que d'autres, hein, ça peut être évidemment interrogé, mais l'intérêt, ou finalement ce qui pousse les économistes donc, du courant néoclassique, qui est un courant de la recherche en économie qui est
majoritaire ou dominant, si vous voulez, dans les pays occidentaux, parmi les raisons qui font le succès ou la popularité de ce type d'approche en économie, il y a le fait que si vous utilisez ces postulats très simples pour représenter le comportement humain, et ben ça se prête particulièrement bien à une formalisation mathématique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transcrire un certain nombre d'actions ou de raisonnements ou de calculs en équations. Et à partir de là, eh bien, ce sont des modèles qui ont des ambitions de prédictibilité, voilà, on va pouvoir prédire les crises financières à partir de ce type-là de modélisation, ou des choses de ce genre-là. Donc il y a une ambition formaliste, mathématisante, qui apparenterait finalement la démarche économique aux sciences naturelles, à la physique. Alors ça, c'est un modèle donc, qui, à la base, trouve son origine dans la recherche en économie, mais qui tend à se propager dans les autres sciences sociales, comme la psychologie ou comme la sociologie. Et il y a pas mal de gens, notamment en France, qui critiquent cette prolifération de ce modèle et qui trouvent qu'il y a une sorte d'impérialisme du modèle de l'Homo economicus, avec lequel ils ne sont pas d'accord. Donc c'est un modèle qui est contesté par des courants hétérodoxes ou minoritaires de la recherche en sciences économiques, et qui est également contesté dans les autres sciences sociales. Par exemple en France, qui me semble-t-il pas mal à l'avant-pointe quand même des gens qui contestent la propagation de l'utilitarisme dans les sciences sociales. Vous avez notamment le MOS, qui est une revue, et dont le nom signifie le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, donc justement qui s'inquiète ou qui critique la popularité que pourrait avoir la démarche de type individualiste dans la réflexion des chercheurs. Et maintenant, je vais dans le petit 2 de cette première partie, vous proposer la lecture d'un article de Philippe Lacoude, qui est un économiste français, et qui, à partir justement de ce modèle utilitariste emprunté à l'économie néoclassique, prolonge des recherches qui portent sur la tentative de rendre compte du comportement criminel, justement. Alors Philippe Lacoude, d'après les informations que j'ai pu trouver sur internet, c'est un économiste français. Il a fait un doctorat d'économie sous la direction de Pascal Salin. Et donc il s'inscrit dans ce courant, voilà, d'utilitarisme néoclassique. Il faut également noter que Pascal Salin est quelqu'un qui est connu comme un des représentants intellectuels du libéralisme en France, qui défend sur le plan politique, si vous voulez, un certain nombre de politiques libérales, et qui trouve ou qui tire des justifications de ces politiques-là depuis justement un certain cadre de pensée, une certaine approche de l'économie qui serait favorable au marché, qui serait basée sur un paradigme justement de l'acteur rationnel individuel, etc., etc. Donc je tiens à souligner, parce que c'est souvent quelque chose qui prête à confusion, qu'il y a une différence de nature entre la recherche scientifique d'un côté et la science. Un modèle scientifique n'est pas faux ou vrai parce que la personne qui l'a proposé a telle ou telle opinion politique. C'est deux choses qui doivent être clairement distinguées. Néanmoins, il y a des corrélations ou des liens causaux entre les deux, c'est-à-dire que les gens qui pensent politiquement d'une certaine façon, en général, ils adhèrent à certains modèles scientifiques. Et inversement, si vous adhérez à un certain modèle scientifique, en général, ça va vous rendre plus acceptable telle ou telle orientation politique. Donc c'est deux choses de nature différente, mais qui ont des liens. Donc je vais lire un petit peu l'article. Il a été publié dans le journal Contrepoint, qui est un journal en ligne du mouvement libéral français. Donc voilà, ça dit quelque chose des thèses qui y sont soutenues. Et je vais le lire et puis je ferai des petites pauses pour commenter certains points, expliquer certains points. Donc Lacoude, la naissance de l'analyse économique du crime. Il y a 50 ans, les économistes commencèrent à développer un nouveau modèle de l'activité criminelle. La percée la plus importante fut les travaux de Gary Becker, un économiste de l'université de Chicago. Un jour, en se rendant à l'examen oral d'un de ses étudiants, ce futur prix Nobel d'économie ne trouvait pas de place de parking. En se garant dans un emplacement interdit, il a réalisé qu'il faisait un arbitrage
entre le risque de ramasser un procès-verbal et celui d'être en retard. Ceci est clairement une simple décision économique, et il s'est immédiatement posé la question de savoir si les criminels endurcis faisaient le même calcul pour le vol ou le meurtre. Quelques mois plus tard, dans un des plus importants articles scientifiques de la deuxième moitié du XXe siècle, Crime and Punishment, an Economic Approach, Gary Becker montrait à l'aide de données que les criminels réagissent à la structure des coûts et des risques auxquels ils font face comme n'importe quels agents économiques. Dans le modèle de Gary Becker, les criminels sont des individus rationnels agissant dans leur propre intérêt. Nanana, les criminels soupèsent les coûts attendus et les bénéfices attendus dans la décision de commettre un crime. Le coût entre guillemets d'un crime se compose de 3 parties. La première est le revenu sacrifié du fait du temps consacré à l'activité criminelle. Le coût d'opportunité proprement dit. Donc le coût d'opportunité, c'est une notion en économie, ça veut dire que quand vous faites ceci, vous ne pouvez pas faire cela, donc vous avez à chaque fois un coût de faire une action plutôt que de ne pas la faire. Pour la plupart des criminels, celui-ci est très faible, ils sont généralement peu formés et peu éduqués. Les alternatives légales ne paient en général pas aussi bien. Le second coût, beaucoup plus important, est le temps attendu d'incarcération du fait de l'activité criminelle. La peine attendue n'est pas la même chose que le temps que passe en prison un criminel condamné. La plupart des crimes ne conduisent pas à une arrestation. Beaucoup de ceux qui sont arrêtés ne sont pas jugés. Certains sont condamnés mais mis en liberté conditionnelle. La peine attendue du point de vue du criminel est une probabilité et pas une certitude. Et le troisième coût dans le calcul de la décision de est-ce qu'on va faire un crime ou pas, ce serait le coût du risque. Dès lors qu'une activité est risquée, l'attitude face au risque doit être prise en compte. Un investissement qui rapporte 100 € dans un an à coup sûr n'est pas la même chose qu'un investissement qui rapporte soit 0 €, soit 200 € avec une probabilité de 50-50. Il serait naïf de construire un modèle sociologique du crime qui ne tienne pas compte de la variabilité plus ou moins aléatoire des peines réelles encourues. Le coût de l'acte criminel. Si on veut être plus précis, le criminel est confronté à plusieurs résultats potentiels, chacun offrant un niveau d'utilité différent. L'utilité associée au choix de s'abstenir de crime. Donc l'utilité en économie, c'est le gain. Est-ce que ça vous rapporte de faire quelque chose? Donc l'utilité associée au choix de s'abstenir de crime, qui est notée ici formellement UNC, en s'adonnant à un autre passe-temps, en pratique le salaire que l'on peut gagner sur le marché du travail légal. Petit 2, l'utilité associée au choix de commettre un crime qui ne provoque pas d'appréhension, qui est noté UK, et qui rapporte un revenu Y de nature monétaire et psychique, pour reprendre les termes de Gary Becker. Petit 3, l'utilité UCB associée au choix de commettre un crime, entraînant appréhension et éventuellement une punition ou peine P. Cette dernière n'est pas toujours garantie, bon, il l'avait déjà dit avant. Les policiers ne résolvent pas tous les crimes, il y a disons P% de chances de ne pas être appréhendés. Les crimes qui sont résolus de ne pas toujours lieu à un procès, il y a Q% de chances de ne pas voir un juge selon le bon vouloir du procureur. Et tous les procès ne conduisent pas à P années de prison, il y a R% de chances de trouver un juré complaisant. Nous pourrions construire un arbre détaillé pour calculer les résultats possibles, coût du procès perdu, coût du procès gagné, durée de la peine, les conditions dans lesquelles la peine sera purgée, degré de stigmatisation sociale associé à une peine d'incarcération, etc. Mais restons-en à l'idée générale. Dans une telle formulation, l'individu choisit de commettre un crime si et seulement si la condition suivante est remplie. Et donc là, vous avez une magnifique formule qui résume tout ce qui vient d'être dit précédemment, hein, c'est du langage logique ou c'est du langage formel, donc c'est extrêmement sexy, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, bon, moi je ne vais pas m'attarder spécialement sur la formule en question, ce qui est intéressant à comprendre dans le modèle qui est proposé, c'est en gros que le criminel il fait son crime si le calcul qu'il fait du coût avantage ou du gain inconvénient fait que les gains sont perçus comme plus intéressants que les inconvénients. C'est ça
la thèse qui est défendue. Alors, la dynamique de l'offre de crime est régie par cette équation. Dès que les perspectives du marché du travail s'assombrissent, UNC baisse et le crime augmente. Donc UNC, c'est l'utilité associée au choix de s'abstenir de crime. C'est-à-dire que l'utilité de faire un crime augmente à mesure que vous avez moins d'autres alternatives possibles. Il suffit que la police devienne plus indulgente, c'est-à-dire que P augmente, pour que le procureur devienne plus laxiste, c'est-à-dire que Q augmente, ou que le juge et les jurés deviennent plus débonnaires, c'est-à-dire que R augmente, pour que le crime s'envole sans même que les peines P changent. Donc en fait, bon voilà, ça vous dit dans quelle mesure la variation de telle ou telle variable change le résultat. Au pic du taux de cambriolage aux États-Unis au début des années 90, seulement 7% des cambriolages américains donnaient lieu à une arrestation. Parmi ceux qui étaient arrêtés, seuls 97% des criminels étaient jugés. Parmi ceux jugés, 79% étaient condamnés. Et parmi les condamnés, seulement 25% allaient en prison, car la plupart étaient mis en liberté conditionnelle. Après multiplication de ces probabilités, nous voyons qu'un cambrioleur potentiel ne faisait face qu'à une probabilité de 1,2% d'être envoyé en prison pour chaque acte commis. Une fois en prison, il y passait 13 mois. Mais comme il y échappait 98% du temps, le coût attendu du crime était seulement de 4,8 jours. Je fais des petites pauses pour boire un petit peu d'eau. Donc, dans ce modèle-là, le criminel rationnel va se poser la question de savoir si le cambriolage peut lui rapporter potentiellement plus de biens que de passer une semaine en prison. Et si la réponse est oui, alors le crime paie. Sans surprise, quand ce chiffre augmente, le taux de criminalité baisse et inversement. Et donc la découverte des économistes de l'école de Chicago avec Baker, qui est prolongée en France par la COUD, c'est qu'il existe donc bien un lien direct entre le coût de commettre un crime et le nombre de crimes commis. Et ensuite, il nous dit que ça recoupe des intuitions des premiers économistes comme Adam Smith, etc. Et que c'est une conséquence simple et directe de la microéconomie qu'on apprend en première année de fac. Les individus répondent aux incitations et à la structure des coûts avant de se lancer dans une activité. Le but du système de justice criminelle est d'augmenter le coût du crime à une valeur supérieure aux bénéfices attendus. Malheureusement, les coûts attendus de l'activité criminelle sont particulièrement bas. Donc là, il s'appuie sur un autre article de 90, là, en nous disant que, toujours aux États-Unis, un meurtrier pouvait s'attendre à ne passer que 1,8 ans de sa vie en prison pour son crime. Un violeur pouvait s'attendre à n'y passer que 2 mois. Un voleur de voiture pouvait s'attendre à n'y passer que 1,5 jours. Si ces chiffres apparaissent faibles, la réalité est encore plus mauvaise. Ces crimes, donc ceux qui viennent d'être décrits, qui conduisent aux plus longs emprisonnements, entre parenthèses meurtre, viol, vol, agression, sont ceux qui sont le moins fréquemment commis. C'est normal puisque c'est les crimes les plus graves. Et ils représentent à peu près 12% du total des crimes. Les autres 98% mènent à un emprisonnement probable de seulement quelques jours. Des années 90 à nos jours, les politiques de lutte contre le crime ont surtout consisté à augmenter les peines, en particulier en cas de récidive. Et là, je me souviens plus la date de l'article, mais il faudrait vérifier la date de publication, parce qu'il y a en arrière-fond de l'article qui est publié, il y a peut-être un petit peu une discussion sur la question des peines planchées qui avait été reproposée ou réintroduite à l'époque de Nicolas Sarkozy, si vous vous souvenez. Donc face à la criminalité, on augmente la durée des peines, en particulier en cas de récidive. Certains États américains ont mis en place un système qui fait qu'en cas de seconde récidive, certains États ont imposé des peines à vie en cas de seconde récidive, comme la fameuse mesure californienne « Three strikes, you're out », c'est-à-dire la troisième condamnation pour crime grave est à vie. Si l'effet est bel et bien réel, il n'est pas idéal car beaucoup de criminels se retrouvent emprisonnés pour des frivolités après une récidive suivant 2 crimes sérieux. Donc ce qu'il nous dit, c'est que par rapport au modèle qui a été décrit tout à l'heure, les différentes variables qui rendent
coût du comportement criminel attractif ou non attractif, en fait, les politiques pénales se sont concentrées sur une seule variable, qui est l'augmentation des peines prononcées. Alors, bien évidemment, ceci montre que lorsque notre coût du crime augmente, ce dernier baisse. Mais comme nous le verrons plus loin, il y avait moyen d'arriver au même résultat à un moindre coût social et éthique. Au point de laxisme aigu où est tombée la France, c'est toujours la Coude qui parle, je ne fais que lire le texte, au point de laxisme aigu où est tombée la France, allonger les peines, appliquer des peines planchées et faire en sorte que les peines soient servies de façon consécutive plutôt que concomitante serait donc de bonnes pistes, même si ce ne peut pas être un but en soi. D'une part, maintenir un criminel derrière les barreaux coûte cher à l'État, alors que le bénéfice, la suppression des crimes, est diffus. D'autre part, d'un point de vue éthique, emprisonner des gens à vie semble peu libéral, et les États-Unis, avec leurs prisons pleines, font enfin machine arrière, comme en témoigne le nombre spectaculaire de sorties de prison à la suite de la réforme de la justice fédérale du président Trump l'an dernier. Donc autant pour moi l'article est un petit peu vieux que Sarkozy, puisque c'est un article qui est paru à l'époque de Trump. Et donc tout ce que son analyse l'amène à dire, et c'est pour ça qu'en arrière-fond il y a un peu une critique de la focalisation sur les peines planchées, c'est que jouer sur les peines ne peut donc pas être la seule politique de justice. Il faut jouer sur tous les paramètres du problème. Parce que les études de criminologie montrent que les criminels sont sensibles à la peine probable, il faut réduire la probabilité Px de ne pas être appréhendé, la probabilité Q, pourcentage, de ne pas voir un juge, et la probabilité R pourcentage de ne pas être condamné. Ceci est primordial. Si pour un crime grave, la peine est de 20 ans, mais la probabilité d'être pris est de 10%, et la probabilité d'être condamné est de 50%, c'est moitié moins efficace que si la peine est de 4 ans, la probabilité d'être pris de 50%, et la probabilité d'être condamné de 100%. Donc là, ce qu'il nous dit en fait, c'est que les criminels sont au courant en fait du fait que ils ont plus ou moins de chances d'être arrêtés. Enfin voilà, ils prennent en compte le comportement criminel si on se met du point de vue de celui qui va faire l'action. Il intègre dans son raisonnement sur le caractère avantageux ou pas avantageux de commettre un crime un certain nombre de paramètres, et finalement, avec des peines qui pourraient être en durée beaucoup plus courte, et donc beaucoup moins coûteuses puisque les gens sont en prison moins longtemps, on pourrait tout de même avoir une baisse de la criminalité pour peu que les peines soient vraiment appliquées, que les gens soient vraiment trouvés et arrêtés, et qu'ils soient vraiment condamnés. Donc finalement, c'est les autres variables de l'équation qui pourraient être modifiées, et selon lui, ce serait une politique beaucoup plus efficace, puisqu'on n'aurait pas besoin de garder en prison des gens très longtemps, ils seraient déjà dissuadés en fait. Si la lutte contre la criminalité dépendait de notre capacité à changer les comportements criminels, les perspectives seraient lugubres. De telles attitudes ne changent pas très rapidement. Ceci est la raison pour laquelle les politiques de gauche, entre guillemets, échouent si lamentablement. Chaque fois qu'un politicien parle de prévention, rééducation, réinsertion, ce sont des millions d'euros qui partent en fumée à payer des sociologues, des psychologues, des éducateurs, des équipements de gymnastique et des vacances, aux pires éléments de banlieue qui resteront sordides. Je lis toujours le texte de la Coude. Les États-Unis ont essayé ces politiques laxistes dans les années 1960 et 1970. Les budgets de lutte contre la criminalité ont explosé. Pourtant, malgré la hausse considérable de la dépense, le taux des crimes violents a augmenté de plus de 300% entre 1960 et 1994. Encore une fois, c'est parce que le coût du crime a baissé. Selon les données Nanana, entre 1950 et 1974, la punition attendue de tous les crimes graves est tombée de 24 jours à 55 jours. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'efficacité de trouver le criminel, le faire passer en justice, le faire condamner qui a diminué, et pas forcément la sévérité des peines en tant que telle. Tac. Visiblement, les criminels eux-mêmes sont conscients de la réduction des peines attendues et ont répondu à la baisse du coût du crime en produisant plus, malgré les ou à cause des programmes de prévention mis en place. Les contrôles internes, l'éthique, la morale, le capital humain changent très lentement à l'échelle de générations. A contrario, les contrôles externes, police, justice, auxquels font face les criminels,
peuvent être changés rapidement et affecter directement leurs opportunités ou leurs incitations. Le retour sur investissement des euros dépensés a changé les êtres humains, ce vieux rêve marxiste teinté de rousseauisme, est très bas par rapport au retour sur investissement des euros dépensés à augmenter le coût économique de commettre un crime. Il serait grand temps d'en profiter. Donc ça, c'est le texte de Lacoud. Je vous laisse y réfléchir une minute ou deux, enfin un petit moment, quoi. Donc ça, c'est ses thèses. Et alors maintenant, on va en faire une discussion critique. On va reprendre quelques points. C'est un texte qui est très cohérent, hein. Donc moi, je trouve qu'il mérite vraiment d'être cité et étudié, hein, parce qu'on a vraiment toute une démarche qui part de postulats, qui prend les faits, qui hop, dans le modèle et qui arrive à des conclusions. Il y a des préconisations politiques, donc c'est quelque chose de très complet. Je ne vous ai pas lu le texte intégral, hein, j'ai fait des coupes dans l'article d'origine, hein, mais en gros, vous avez l'essentiel de l'article de départ. Et alors, quelle critique on peut faire du modèle de Lacoud? Le modèle de Lacoud, c'est un modèle mathématique qui est efficace qui permet de quantifier l'efficacité de l'action publique. C'est un modèle qui a un certain intérêt, hein, je ne l'aurais pas commenté aussi longtemps si je considérais qu'il était complètement stupide. Il a une certaine élégance, une certaine crédibilité, ça marche, quoi, ça nous dit quelque chose. Ça nous montre effectivement qu'il y a plusieurs variables qu'on peut utiliser pour maximiser l'efficacité des outils de répression pénale, et qu'effectivement, comment dirais-je, si les individus se comportent vraiment comme son modèle dit qu'ils se comportent, effectivement, l'accentuation mise sur les peines planchées par rapport aux autres variables de l'équation qu'il nous a proposée n'est pas forcément le choix le plus pertinent. Donc, ça se tient par rapport à ces postulats, et puis on voit qu'il y a une intention politique, on va dire sympathique, dans les préconisations politiques qui tirent de son modèle, puisque ça nous permettrait, hein, si on suivait ces préconisations, de limiter le gaspillage des deniers publics, puisqu'il nous dit que finalement ce qui est important, c'est de dissuader les individus de commettre des crimes en rendant le crime plus coûteux dans leurs calculs, et de ne pas gaspiller ça dans des problèmes sociaux qui, selon lui, ne marchent pas. Et ça permettrait aussi de diminuer le nombre de gens qui sont en prison, puisqu'il nous a aussi expliqué que, finalement, ce qui est important, c'est que les gens se sentent dissuadés de faire des crimes, et ça va faire baisser la criminalité, et on n'a pas besoin de les emprisonner plus longtemps Enfin, c'est pas la seule variable, en tout cas, sur laquelle on pourra jouer, pour atteindre une baisse de la criminalité. Donc si on n'a pas besoin de les emprisonner plus longtemps, on n'a pas besoin de payer plus longtemps pour qu'ils soient emprisonnés. Donc il y a une ambition, hein, et c'est là où on voit que quand même, c'est pas un hasard si c'est un auteur libéral qui publie dans une revue libérale. Ce qu'il nous promet sur le plan politique, c'est quand même aussi de gagner de l'argent, ou en tout cas de baisser la dépense publique par des politiques qui seraient plus rationnelles. Et donc c'est pas complètement stupide, hein, ça peut, comme ça peut paraître un modèle intéressant, mais voilà, vous l'avez peut-être vu dans le plan, vous l'avez peut-être pressenti, je vais quand même un petit peu critiquer le modèle de Lacoud, parce que ce modèle il est bon, mais il est bon dans la mesure où l'être humain correspond au postulat de départ. C'est toujours la même chose, hein, si les prémices sont fausses, les conclusions sont fausses, donc il faut interroger les prémices dans ces cas-là, les postulats de départ. Parce que le modèle de Lacoud, ben ok, ça marche, on peut le mettre en équation, c'est joli, etc. Mais ça dépend quand même d'une représentation du comportement qui est basée sur un modèle économique simpliste et abusivement rationaliste. Parce que ce modèle de l'Economicus, il y a plein de choses qu'il ne capte pas ou qu'il ne prend pas en compte. Il y a plein de crimes qui ne rentrent pas dans le modèle du calcul économique. Vous avez les crimes passionnels, par exemple. Mais je pense pas qu'au crime passionnel, au sens du meurtre intraconjugal, qui est quelque chose de statistiquement tout à fait rare, et heureusement.
je me pense, il me semble probable, hein, voilà, sans être criminologue ou spécialiste, qu'il y a quand même beaucoup de crimes, ou de délits, ou d'actes de délinquance, ou d'actes contraires à la loi de façon générale, qui sont commis sans aucune espèce de calcul rationnel. Il y a beaucoup de comportements criminels qui relèvent de comportements impulsifs ou irréfléchis. Il y a beaucoup de gens qui déclenchent des bagarres qui n'y pensaient pas 5 minutes avant. Donc, cette représentation du comportement humain, elle ignore toute la part d'affect et de spontanéité enfin, il y a toute une part du comportement qui ne rentre pas dans ce modèle, c'est ça que je veux dire. Les actes de déviance, les actes de délinquance sont bien souvent des choses qui ne répondent pas à une logique de gain économique. Donc ça, c'est un premier angle de critique, et puis deuxième angle de critique, mais c'est toujours sur les postulats du modèle que je vais faire tenir la critique. Moi, quand je dis ça, j'ai quand même vraiment l'impression que la COUD surestime l'information disponible chez le sujet criminel. Alors, je connais pas beaucoup de criminels, je leur ai pas posé de questions, et je suis toujours pas spécialiste du sujet, mais quand même, j'ai l'impression que quand il nous dit les criminels semblent se tenir au courant du fait de ce qu'ils risquent, etc., bah, peut-être que c'est vrai de certains, mais seulement dans une certaine mesure. Et puis moi, j'ai l'impression qu'ils ne doivent pas avoir que ça à faire de leur journée, de vérifier quel est le pourcentage effectif de gens condamnés par les tribunaux et autres informations qu'ils n'ont probablement tout simplement pas. Hein. Ça ne peut pas rentrer dans leur ligne de compte. Ça ne peut pas rentrer dans leur calcul s'ils n'ont pas cette information, et j'ai l'impression que là, ils nous posent des agents qui auraient un degré d'information qui n'est pas très réaliste en termes sociologiques quand même. Donc son modèle, je pense c'est pas qu'il est totalement faux, c'est qu'il est extrêmement partiel, et qui à mon avis il est partiel au sens où il repose sur une surestimation de l'information disponible chez le sujet criminel, qui ne va pas aller se demander est-ce que le pourcentage de ce que je risque il est plus élevé qu'il y a 6 mois, est-ce que c'est un meilleur moment de faire un crime qu'il y a 6 mois, quoi. Donc ça, c'est la critique que je ferai un petit peu des postulats. Et sur le plan des préconisations politiques qu'il en tire, elles sont cohérentes avec son modèle, il n'y a pas de problème, c'est logique. Mais voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est quand même critiquable parce que c'est une approche du comportement criminel qui est limitée à ce qu'on pourrait appeler l'environnement perspectif informationnel d'un sujet qui est supposé rationnel et conscient. Or, il y a plein de crimes qui ne sont pas motivés par des gains économiques. Je sais pas, il y a des gens qui mettent le feu aux boîtes aux lettres pour faire chier leurs voisins. Le gain n'est pas évident. Hein. Bon. Donc ça marche peut-être un peu mieux pour les crimes qui ont un mobile économique, mais alors tous les autres, c'est pas gagné. Et puis voilà, c'est se mettre vraiment à la place des gens, mais en ne voyant pas tout ce qu'ils font, qui n'est pas déterminé par des choix rationnels et éclairés, en fait. Hein. Donc les limites du modèle, elles sont entièrement contenues dans les limites de ces postulats, en fait. Les conséquences de ça, c'est qu'on a une compréhension de la criminalité qui est abstraite de l'environnement social et des déterminismes psychiques et affectifs qui poussent les individus à transgresser la loi. Et sur le plan des préconisations politiques, on voit que ce qui l'intéresse avec la criminalité, c'est d'améliorer la dissuasion. Mais c'est tout, puisqu'il s'agit de rendre le coût du crime plus lourd, donc finalement de dissuader les gens de commettre un crime. Mais dissuader les gens de commettre un crime, finalement, c'est déjà s'attaquer un petit peu trop tard au problème, de mon point de vue. Parce que c'est ignorer totalement la partie sur la prévention. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller en amont du comportement criminel pour empêcher que des intentions criminelles puissent se développer ou puissent tenter un individu. On va agir en aval, c'est-à-dire au moment où il a déjà commencé à avoir des intentions criminelles, mais il va se dire ah bah non, je peux pas le faire, le coût économique de mon action est trop élevé. C'est prendre les choses que par un bout, si vous voulez. Donc c'est un petit peu problématique, et c'est un problème qui est entièrement, encore une fois, une conséquence logique des postulats du modèle. Donc, reproche qu'on pourrait faire à la démarche de la COUD et à ces suggestions, c'est une approche de la criminalité qui ne s'attaque pas aux causes, qui font que les individus en viennent à envisager de commettre des crimes. Elle se contente d'essayer de mettre des obstacles plus importants pour les dissuader de passer à l'acte, une fois qu'ils sont déjà tentés de le faire, ou une fois qu'ils ont déjà les dispositions qui pourraient faire qu'ils le fassent.
Donc c'est très très partiel, hein. Malgré l'élégance et la rigueur intellectuelle déployée. Je ne veux pas dire que c'était un gâchis total d'argent public, mais parce que c'est vos impôts qui ont payé tout ça quand même, hein. Mais voilà, on peut mettre des réserves quand même. Alors maintenant, pour vous montrer la diversité des manières dont on peut réfléchir aux questions de criminalité en sciences sociales, il y a plein de manières d'y réfléchir, hein. C'est un champ de recherche à part entière. Mais pour vous faire sentir à quel point il y a des démarches intellectuelles qui sont différentes les unes des autres, j'essaie de prendre celle qui était le plus différente possible. J'essaie de prendre la démarche qui était le plus différente possible de celle que je viens d'exposer. Donc le petit 2, c'est pas forcément automatiquement une meilleure proposition que la première partie, hein. On n'est pas dans une sorte de philo où il faut progresser nécessairement. Mais l'intérêt de ma deuxième partie, c'est d'essayer de vous montrer une autre approche de la criminalité et qui se fonde sur des postulats incroyablement différents de celle de la démarche de l'utilitarisme. Et pour vous faire réfléchir, hein, pour vous amener à réfléchir si ces questions-là vous intéressent et que vous comptez les approfondir, voilà, demandez-vous quand on réfléchit à des questions de sciences sociales et à des questions de criminalité par exemple, quels sont les postulats, les concepts utilisés par le chercheur, parce que les concepts, ce sont des prismes de réalité, et ça va vous définir une certaine perspective. Vous allez voir ce qui est dans l'angle de votre réflexion, vous n'allez pas voir ce qui est en dehors. Et ça, c'est très important. Alors, petit 1 du grand 2, on va tenter maintenant de voir qu'est-ce que serait qu'une approche marxiste de la criminalité, donc quelque chose de tout à fait différent. Et pour ce faire, je vais d'abord faire un rappel sur ce qu'est le holisme en sciences sociales. Donc, vous vous souvenez de la métaphore cinématographique que je vous avais proposée tout à l'heure pour essayer de comprendre ces démarches intellectuelles. J'avais pris la métaphore de la caméra et j'avais dit les individualistes, c'est des gens qui font des films à la première personne. Et bien les gens qui sont holistes, donc holiste, hein, ça signifie le tout, hein, enfin, ça vient d'un terme grec qui fait référence au tout, à la totalité. Les démarches de type holistique sont des démarches qui ont une ambition de totalisation. Ce sont des démarches qui, par rapport à la perspective d'une métaphore cinématographique, sont des points de vue un petit peu à la troisième personne. La troisième personne, c'est quand vous vous détachez de l'individu, hein, vous le laissez, votre caméra se recule par rapport à l'individu, et vous avez un point de vue un petit peu en hauteur, une photo satellitaire, un drone, quelque chose qui regarde les individus un petit peu du dessus, quoi, du dehors. On va plus essayer de se mettre dans leur tête, on va essayer de se mettre, on va essayer de les remettre dans leur monde, quoi. Un petit peu comme quand on regarderait des fourmis qui se déplacent et comment elles sont organisées. Un point de vue holiste en sciences sociales, c'est un point de vue qui s'apparenterait un petit peu à la perspective du narrateur omniscient en littérature. Donc vous avez tous lu des romans, et donc vous voyez que le narrateur omniscient, bah, c'est celui qui vous dit, il passe d'un personnage à un autre comme ça, il vous dit qu'est-ce que pense tel personnage, enfin, il peut tout vous expliquer du monde dans lequel il est, parce qu'il est un petit peu n'importe où, enfin, c'est une approche qui est beaucoup plus impersonnelle, qui est un peu plus englobante, quoi. C'est une espèce, les démarches de type holistique, qui sont à mon avis beaucoup plus contre-intuitives que les démarches individualistes, c'est pour ça qu'elles sont à la fois populaires auprès de certains chercheurs et rebutantes, ou en tout cas elles peuvent surprendre le grand public parce elles sont un peu moins, elles sont un peu plus inhumaines, si vous voulez. Elles sont pas du côté du subjectivisme, elles sont pas du côté de l'agent, elles sont pas du côté de on va se mettre dans la tête de l'autre. Elles essaient de prendre la société comme un tout. Ce qui peut être perturbant comme approche. Et elles sont extrêmement ambitieuses, ces démarches, parce qu'elles ont une ambition de totalisation. Il s'agit de replacer le phénomène qu'on observe dans la totalité de la société. Quelqu'un qui réfléchit à la criminalité en ayant une approche de type holiste, il va se dire, la criminalité, quelle place elle a dans la société? Vous voyez que on va remettre le fait dans un tout. Donc les gens qui ont des démarches de type holiste, ils vont s'intéresser aux structures et aux forces sociales, et donc ils vont s'intéresser à des réalités sociales qui sont irréductibles aux individus. Hein, c'est vraiment le contraire, quoi.
Et donc ils vont utiliser des catégories générales ou décrire des types de réalités dont ils pensent que ces réalités existent, qui sont tout à fait autre chose que les individus et leurs petites interactions. Et ce sont des notions comme les notions de classe sociale, les notions de culture, les notions de nation, les notions de groupes sociaux, enfin, tout ce qui dépasse l'échelle purement individuelle. Alors pour reprendre l'explication de cette perspective, je vais reprendre ma métaphore du jeu d'échecs. Là où le chercheur individualiste explique la partie d'échecs en se disant que tel joueur il veut faire tel coup, l'approche holistique, ça va être de se poser la question plutôt des contraintes qui pèsent sur les joueurs. Parce que tel joueur, finalement, il joue aux échecs, mais pourquoi est-ce qu'il joue aux échecs? Il n'a pas forcément choisi de jouer aux échecs. Qu'est-ce qui l'a poussé à jouer aux échecs? Qu'est-ce qui l'a poussé à jouer à tel jeu plutôt qu'à tel autre? Et puis, ce joueur qui joue aux échecs, il y a plein d'autres trucs que le jeu d'échecs qu'il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi les règles des échecs, il n'a pas choisi la nature des pièces aux échecs. Et puis, s'il a à tel moment de la partie, il n'a pas choisi d'être à tel moment de la partie. Donc, il y a toutes sortes de choses qui s'imposent à lui et qui vont façonner les cadres de son action. C'est pour ça que c'est une approche qui se centre sur les structures et sur la façon dont les comportements sont socialement déterminés par des causes qui font que, je sais pas moi, telle personne joue l'échec parce que elle a besoin de compagnie, et le besoin de compagnie est quelque chose qui s'impose à elle, ou une autre cause qui la ferait venir faire une partie d'échecs, mais qui n'est pas forcément de l'ordre du conscient, ou qui n'est pas forcément de l'ordre d'un calcul rationnel. C'est une autre compréhension de l'être humain. Donc les chercheurs qui ont une démarche holistique, ils vont souvent insister sur le fait que le sens des faits sociaux est irréductible aux croyances conscientes des individus, on notera la faute d'orthographe, et aux justifications que les agents donnent de leur comportement. Ça peut avoir aussi des liens avec certaines branches de la psychologie ou de la psychanalyse qui vont vous montrer que finalement, on croit qu'on fait tel truc pour telle raison, mais on a des raisons qu'on ne comprend pas directement de faire ce qu'on fait. Bon. Donc un concept qui serait typiquement rattachable à une tradition de ce type-là, ce serait le concept d'idéologie chez Marx. Les gens ont des justifications de leur comportement qui ne sont pas forcément exactement les vraies raisons qui les font agir. C'est ce type-là de point de vue qui est soutenu par les approches holistes. Alors, tout petit point de cours d'histoire de la sociologie française, on peut distinguer 3 moments en sociologie, dans l'histoire de la sociologie française qui ont été marqués par des approches de type holiste, et c'est une manière de faire de la sociologie et des sciences sociales qui est plus typique de la tradition française que d'autres traditions sociologiques, par exemple les pays anglo-saxons sont beaucoup moins marqués par ce type de tradition, et c'est certainement pas un hasard. En France, les gens qui s'inscriront dans ce type-là de démarche intellectuelle, ça va être par exemple la sociologie durkheimienne, qui existait de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi ranger dans la catégorie des gens dont les démarches sont de type holiste, les marxistes précisément, et ce sera plutôt des travaux qui dateront des années 60-70. Et une troisième forme ou un troisième type de démarche intellectuelle qu'on pourra considérer comme holiste, ce sont les approches structuralistes, qui là recouperont des travaux qui sont plutôt ceux des années 60 à 80. On peut penser par exemple, parce qu'il est très célèbre, au structuralisme génétique de Pierre Bourdieu, qui est typiquement une certaine forme de structuralisme en sciences sociales. Et ce sont des courants qui ont des héritages dans la période contemporaine, ils n'ont pas totalement disparu, mais ils sont peut-être concurrencés justement, comme on l'avait vu dans la première partie, par de nouveaux modèles plus utilitaristes qui tentent de rendre compte des faits sociaux. Alors donc le marxisme, ça a contribué à façonner dans une certaine mesure une certaine période de l'histoire de la sociologie française, et ça a encore des conséquences chez certains chercheurs de nos jours. Je ne vais pas vous faire un exposé sur le marxisme parce que ça pourrait être très long, mais rapidement, pour donner quelques idées, à ceux qui ne le sauraient pas, le marxisme, c'est un type de pensée qui a été développé au XIXe siècle par Karl Marx et Friedrich Engels. C'est une pensée qui est très dense, c'est une doctrine qui est très dense, qui a beaucoup de facettes différentes. On peut en distinguer 5 pour aller vite. On peut dire qu'une pensée elle est de type marxiste lorsqu'elle a...
dans la pensée marxiste telle que Marx et Engels l'ont développée, il y avait plutôt un versant philosophique qui est une forme de matérialisme en philosophie. Il y avait une théorie sociologique centrée sur l'analyse des classes sociales. Il y avait une théorie évolutionniste de l'histoire. Il y avait une critique de l'économie politique. Et ce sont des écrits où on trouve ces différentes idées qui sont aussi des écrits de nature politique, puisqu'on y trouve aussi une doctrine politique qui favorise la mise en place d'une forme de socialisme anarchisant, ou en tout cas qui serait en dernière analyse anarchisant, la fameuse société sans classe, sans État, et l'instauration du communisme, etc., etc. Bon, je ne vais pas parler du versant politique du marxisme, parce que ce n'est pas mon sujet. Je vais me concentrer sur un seul des éléments de ce courant de pensée, qui est sa version, sa facette sociologique. Donc avoir un type de pensée sociologique qui serait marqué par le marxisme, ce serait avoir une théorie qui serait centrée sur les analyses des classes sociales. Pour aller très vite. Et à partir de là, je vais essayer de vous proposer une manière différente de penser la place de la criminalité, sa nature, ses causes, et qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour instaurer un changement social qui mènerait à moins de criminalité. Et pour ce faire, je vais commenter un article d'Alexandro Baratta, donc, qui était un docteur en droit et un professeur des universités. J'en sais pas beaucoup plus parce que j'ai pas pu trouver plus d'informations sur la vie de ce monsieur. Mais l'intérêt des extraits de l'article que je vais lire, ça va être de vous montrer que la manière dont un penseur marxiste ou un intellectuel, en l'occurrence un juriste, hein, il n'est pas tout à fait sociologue, mais bon, il y a une portée sociologique dans son article, donc je l'ai choisi quand même. Ça va être de montrer comment une démarche intellectuelle qui serait marquée par des catégories marxistes donne un point de vue sur la criminalité qui est très profondément différent de celui de la tradition utilitariste que j'ai présenté dans la première partie. Et ce, toujours pour vous faire réfléchir aux catégories utilisées et à leurs conséquences. Alors Baratta, il nous dit que la population des prisons provient pour la plus grande partie de zones de marginalisation sociale, caractérisées par des défauts qui influent déjà sur la socialisation primaire à l'âge préscolaire. Donc c'est la maternelle hein, ou avant, quoi. La prison vient à faire partie d'un continuum comprenant la famille, l'école, l'assistance sociale, l'organisation culturelle des loisirs, la préparation professionnelle, l'université et l'instruction des adultes. Le traitement pénitentiaire et l'assistance post-pénitentiaire prévue par les nouvelles législations représentent un secteur hautement spécialisé de ce continuum, tendant à récupérer des retards de socialisation qu'ont subis les individus marginalisés. Donc j'aurais pu souligner la notion là, de retard de socialisation, c'est-à-dire des apprentissages, hein, des savoirs sociaux, des manières de se tenir, de se comporter, de parler aux autres, d'interagir avec les autres, enfin, toute une éducation finalement qui a été marquée par des difficultés ou des problèmes. Alors, l'idée qu'il y a dans ce paragraphe, c'est que si on veut comprendre la criminalité, eh bien, il faut y remettre une certaine forme de déterminisme social et psychique qui est tout à fait irréductible à la conscience calculatrice de l'homo economicus. Parce que l'homo economicus qui se demande comment maximiser son intérêt, il n'en sait rien du tout, lui, ou il en a très vaguement conscience que son comportement est marqué ou pas par des retards de socialisation. Ça, il est occupé à calculer, donc il ne peut pas se prendre lui-même pour objet et savoir exactement quel genre d'être social il est. Donc, si on prend au sérieux l'idée que le comportement criminel est façonné par des déterminismes sociaux et psychiques, eh ben, on est obligé de contester l'idée qu'avait proposée Lacoud tout à l'heure, qui était de l'inutilité des politiques sociales et éducatives. Parce que ces politiques sociales et éducatives, peut-être bien en effet qu'elles ne façonnent pas la sphère informationnelle ou la conscience qu'a le criminel du calcul coût-avantage de son crime, mais ça va quand même façonner les comportements.
Et donc, si on admet l'idée que le comportement criminel dépend de, enfin, est favorisé par des retards de socialisation, ben, le fait que ces retards n'existent plus ou soient compensés par certains types de politiques éducatives, ça va bien in fine modifier la quantité de crimes et de délits commis, parce que les individus seront resocialisés correctement en fait. Et peut-être qu'ils n'auront pas conscience d'avoir échappé à la criminalité, mais ça va les pousser dans un autre sens, tout simplement. Alors, preuve qu'il y a bien ce type de termisme qui est à l'œuvre. Il nous dit aussi Bharata que il est clair que le processus d'exclusion qu'implique le marché du travail représente un terrain de culture favorable à la marginalisation criminelle. La tentative d'opérer une resocialisation par le travail ne peut dans ces conditions avoir de succès sans une incidence sur l'exigence de l'accumulation capitaliste d'alimenter périodiquement le réservoir de l'exclusion. Le problème à résoudre est celui du plein emploi. Là, il suggère implicitement que les capitalistes sont très contents d'avoir des gens au chômage, parce que concurrence, etc., etc. Bon. Le problème à résoudre est celui du plein emploi, un problème complexe qu'aucune expérience capitaliste n'a résolu à ce jour, même avec les recettes de John Maynard Keynes. La corrélation entre la population de la prison et le marché du travail a été confirmée par les analyses et les statistiques récentes de Jankovic sur l'évolution de la société américaine de 1926 à 1974. Donc là, c'est des travaux qui sont cités dans l'article. Et il nous dit que, à contrario, les statistiques des dernières décennies dans les pays capitalistes avancés démontrent une diminution relative de la population des prisons. Donc c'est un article qui date de 81, ce qui veut dire que les dernières décennies, c'est les années 40, enfin plutôt 50, 60, 70, donc les années des 30 glorieuses, des années de croissance économique, des années de chômage bas, des années de prospérité économique, d'accès à la consommation de masse, accès au frigo, accès aux voitures, etc., etc. Et comme par hasard, dans cette période de prospérité économique générale, on observe une diminution relative de la population des prisons. Et donc l'idée qui est proposée dans cet article, eh bien, c'est qu'il y a un déterminisme économique. Quand les gens ont du travail et des perspectives d'avenir, et ben, ils ont tendance à être moins criminogènes que quand ils ne l'ont pas. Voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qui relève strictement de leur conscience individuelle, puisqu'ils peuvent avoir une conscience individuelle que leur situation sociale les a déterminés à un certain comportement, mais c'est très variable, c'est très limité. Ça ne couvre pas plein de délits. Il y a plein de délits qui sont commis par des gens qui ne feront pas le lien avec leur situation sociale particulièrement, ou alors avec leur situation économique. Pourtant, quand on analyse les données disponibles, on voit bien la corrélation entre les variables. Du coup, si on suit les propositions de la COUD, on voit qu'elles sont partielles en ce sens que accroître le coût d'opportunité du crime ne modifiera en rien l'effet criminogène des phases d'accroissement du taux de chômage, puisque ça n'a rien à voir. Donc, si on veut vraiment réduire la criminalité, il ne faut pas simplement modifier les informations disponibles pour les criminels pour les dissuader de commettre des crimes, il faut aussi changer l'environnement social et économique qui détermine les individus à être criminels. Et donc, il faut aussi faire certains types de politiques publiques qui aboutiront à diminuer le chômage et à diminuer tous les facteurs socio-économiques qui pourraient faire que les individus soient poussés à commettre des crimes et des délits, qu'ils le sachent ou non. Vous voyez qu'on a une représentation des causes de la criminalité qui est sensiblement différente, puisque justement là on s'intéresse à la société dans son ensemble, et pas aux petits individus et à leur conscience subjective. Alors, autre idée très différente et que j'ai trouvé assez originale, il nous dit aussi que les chances les plus grandes d'être sélectionné pour faire partie de la population criminelle apparaissent en effet concentrées parmi les degrés inférieurs de l'échelle sociale, entre parenthèses, sous-prolétariat et groupes marginaux. La position précaire au sein du marché du travail, entre parenthèses, chômage, sous-occupation, manque de qualification professionnelle, et des défauts de socialisation familiale et scolaire, qui sont caractéristiques des membres des couches sociales les plus basses,
et qui dans la criminologie et qui dans la criminologie positiviste sont indiqués comme la cause de la criminalité, se révèlent être plutôt des connotations sur la base desquelles les statuts des criminels sont attribués. Alors ça, c'est compliqué à comprendre, mais en fait, ce qu'il nous dit dans ce texte-là, c'est que il y a un caractère socialement construit de la criminalité. C'est ce qu'une approche constructiviste. Bon, ça, c'est pas original, hein. On trouve ça déjà dans Durkheim. Tout à fait, c'est pas spécialement original. En fait, comme il couple cette compréhension du caractère socialement construit de la criminalité avec une perspective marxisante ou marxiste, ben, on aboutit à l'idée qu'il y a un caractère de classe dans la construction du délit, dans la construction de ce qui est considéré dans une société donnée comme criminel, puisque la législation pénale, c'est de la législation, donc c'est du droit, donc c'est de la politique, donc c'est politique. Or, dans une approche marxiste, eh bien, on considère qu'il y a des classes sociales, qu'elles sont en lutte, qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts, qu'elles n'ont pas les mêmes capacités à influencer le pouvoir politique, et donc que la législation va refléter les rapports de force entre les différentes classes sociales, et qu'il y a une domination des classes populaires, et donc que il y a des traits du comportement des couches de la population les plus pauvres ou les plus précaires qui vont servir à définir des délits, en fait. Alors ça semble une proposition très audacieuse et choquante, mais j'ai réfléchi à quelques exemples et il me semble qu'on peut trouver des exemples empiriques qui prouvent l'efficacité du raisonnement, de la thèse plutôt. Alors, comment pourrait-on comprendre qu'il y a criminalisation de comportements sociaux sur la base du fait que ce sont des comportements de gens des classes populaires? Alors, j'ai trouvé deux exemples qui me sont venus, mais on pourra en trouver certainement d'autres, hein. J'ai pensé à l'exemple du tapage nocturne, et je vais faire une petite digression, mais c'est quand même dans le sujet, hein, sur la relation entre le bruit des classes sociales. Je pars du principe, hein, que ça va vous dire quelque chose, même ceux qui n'ont pas l'habitude de cette notion de classe sociale. Je pars du principe que ce que je veux dire vous évoque quelque chose du monde social, hein. Sinon ça marche pas, bah, c'est tant pis. Mais en fait, il y a un rapport entre bruit et classe sociale qui est que, de façon générale, c'est une intuition, hein, j'ai pas de source, hein, voilà, je dis ça comme ça, mais ça se vérifierait à mon avis. Il y a une relation entre bruit et classe sociale qui est que les gens des classes populaires sont des gens qui ont une manière d'agir, un comportement, une expressivité corporelle, une façon de se déplacer, une façon de déplacer leur corps, qui est socialement marquée et qui ne correspond pas à d'autres types de comportements qu'on trouverait dans des groupes sociaux différents. Et ça se traduit notamment par un rapport au bruit qui n'est pas nécessairement le même que dans des classes sociales plus élevées à mesure qu'on monte dans la hiérarchie sociale. Parce que les gens des classes populaires font souvent des métiers ou des activités qui sont dans des environnements bruyants, ce qui est moins vrai dans d'autres groupes sociaux. Et quelques exemples archétypaux qui me viennent à l'esprit comme ça en vous le racontant. On peut penser à la figure du gamin des rues du 19e siècle qui vend son journal à la criée. On peut penser à la poissonnière qui vend des poissons sur le marché et qui doit se faire entendre de ses clients en potentiel en attirant l'attention. Le camelot, le mec qui vend des produits, c'est un certain type de classe commerçante populaire. On pourrait y faire rentrer les ouvriers d'usine qui font tout à fait autre chose, mais qui sont eux aussi dans des environnements bruyants, où il faut parler au-dessus du bruit des machines, etc. etc. Donc les gens des classes populaires sont généralement dans des environnements bruyants, et ils développent un rapport au bruit qui n'est pas le rapport au bruit et au fait de s'exprimer bruyamment de gens de classe plus élevée ou plus instruite, ou qui vivent dans ce qu'on appelle des quartiers tranquilles, des quartiers sans histoire. Donc, anecdote personnelle pour illustrer un peu ce propos, hein. Est-ce que je fais vraiment cette anecdote? Moi, je la fais vraiment. Par exemple, moi, j'avais eu une ex-petite amie qui n'était pas de ma classe sociale, qui était de classe populaire,
Et lorsque je suis allé chez ses parents pour la première fois, j'avais été très frappé du bruit et du fait que ce sont des gens qui se parlaient bruyamment d'une pièce à l'autre. Ce qui ne se fait pas dans mon milieu. Voilà. Et je m'étais demandé pourquoi ils font comme ça. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'une réflexion sociologique nous apprendrait sur le sujet? Et finalement, j'ai réussi à trouver un lien qui était que ce sont des gens qui étaient d'une famille de boulangers, en fait, qui avaient une boulangerie. Et donc, s'ils se crient bruyamment d'une pièce à l'autre, eh ben, je soupçonne que c'est quand même pas tout à fait sans lien avec le fait que même il y a une partie de la maison qui est une devanture de commerce, enfin une boulangerie, quoi, où on va chercher le pain, et donc ben, il faut faire savoir qu'il y a un client qui va rentrer, faire savoir qu'il faut aller mettre telle chose dans la devanture, etc., etc. Et donc, s'ils ont développé cette pratique et qu'ils font ça, ces gens très charmants au demeurant, euh, s'ils font ça de façon quotidienne comme une sorte d'habitude, eh ben, c'est parce qu'ils ont développé un rapport au bruit qui est dépendant d'une certaine forme d'activité économique de gens des classes populaires en fait. Et c'est normal, et on en trouvera plein d'exemples ailleurs. Autre exemple, et je finis sur mon explication sur le bruit des classes sociales, on sait aussi que les gens des classes populaires, et il se trouvait que c'était aussi le cas de cette famille, ont souvent tendance, plus que dans d'autres groupes sociaux, à laisser la télé allumée toute la journée. Et donc là, c'était une famille où on avait la télé allumée toute la journée, que les gens ne regardaient pas spécialement, mais il y avait une télé allumée. Et qui faisait du bruit. Et il fallait parler par-dessus le bruit de la télé, etc., etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un rapport entre bruit et classe sociale. Et à partir du moment où vous admettez cette explication que les gens des classes populaires ont un rapport au bruit qui n'est pas le même que celui d'autres groupes sociaux, eh bien, quelque chose comme un délit qui serait le tapage nocturne ne va mécaniquement pas toucher les mêmes groupes sociaux de la même façon. Et donc on voit bien que ça peut être parce que des gens ont certains comportements que les classes qui les dominent ont envie de pénaliser, que ces comportements populaires vont être requalifiés comme des délits en fait. C'est quelque chose qui se produit. Et la preuve que ma théorie se défend et qu'elle est réfutable selon l'épistémologie de Karl Popper, ça serait que si on va voir des archives judiciaires de délits de tapage nocturne, je ne l'ai pas fait mais c'est à vérifier, eh ben, je ne serais pas du tout étonné qu'on s'apercevrait que le milieu social des gens qui se prennent des condamnations pour tapage nocturne est socialement marqué dans les gens des classes populaires, beaucoup plus que dans les habitants de la ville de Neuilly, par exemple. Voilà. Donc ça c'est un exemple de la thèse donc, de Baratta sur le fait qu'on va requalifier comme criminels des types de comportements parce que ce sont des comportements de gens de classe populaire, parce que société de classe, tata. Et un autre exemple qui marche encore mieux, c'est celui des politiques de déguerpissement dans les villes d'Asie du Sud-Est. Donc là, je pense qu'il y a 50% du public de la conférence qui a envie de fuir, qui se dit mais de quoi est-il question ici? L'exemple des politiques de déguerpissement dans les villes d'Asie du Sud-Est, ben c'est toujours un exemple de la thèse que je suis en train d'expliquer. Alors comment peut-on trouver des cas de criminalisation du comportement des classes populaires qui illustrent le fait que la criminalité non seulement elle est socialement construite, mais en plus elle est socialement construite par ceux qui ont les moyens de la construire? Eh bien cet exemple, je vais lire un peu mes notes parce que je commence à me perdre. Donc on a une chercheuse, une géographe qui s'appelle Gilbert Flutre qui nous dit, mais c'est pas un cas isolé, c'est un fait général. Les autorités métropolitaines de Ho Chi Minh Ville, donc c'est au Vietnam, ont lancé le 1er mars 2017 une opération intitulée 45 jours pour récupérer les trottoirs du district 1, district qui correspond au centre historique de la métropole. Et donc non, je vais le lire puis après je vais le commenter. Cette opération d'envergure, qui a couplé campagne d'affichage, démonstration de fermeté par des annonces officielles et multiplication d'actions fortes médiatisées, avec déguerpissement des vendeurs ambulants, destruction de façades et terrasses empiétant sur les trottoirs, et mise en fourrière des véhicules stationnés sur les trottoirs, est loin d'être la première du genre.
Les archives de la période coloniale recèlent déjà des projets de réglementation menaçant la pratique de la vente de rue à Saïgon. Donc dans les villes d'Asie du Sud-Est, il y a des pratiques de la culture urbaine populaire des gens des villes d'Asie du Sud-Est qui est qu'on peut vendre des choses dans la rue en fait, hein. Donc, il y a des vendeurs ambulants, il y a des gens qui vendent de la nourriture, enfin toutes sortes de choses dans les rues. Et ça crée des types de rues qui sont assez étonnantes pour nous, hein, qui sont très encombrées, mais voilà, c'est une pratique habituelle, traditionnelle, et tout le monde fait ça. Et donc là, on observe une lutte géopolitique à l'échelle de la rue entre le pouvoir politique local urbain et les gens qui essaient de vendre en fait, voilà, les choses qu'ils ont les moyens de vendre aux gens qui passent. Et en fait, ce comportement, qui est un comportement économique de gens qui souvent vivent dans des campagnes à proximité des villes, etc., qui sont des gens des classes populaires, eh ben, on va requalifier comme un délit un comportement économique de nécessité pour des raisons politiques et pour faire dégager des pauvres du centre-ville. Et pourquoi on veut faire dégager des pauvres du centre historique? Eh ben, parce que les pauvres, c'est pas bien, c'est moche, ils sentent mauvais, ils sont sales, enfin, quasiment des gilets jaunes. Voilà, donc on va essayer de les faire dégager sous des prétextes, hein, que ça gêne la circulation, etc., alors que tout le monde le fait, hein, bon. Et ça va permettre le fait d'expulser cette population pauvre et ben, de présenter des centres historiques voilà, qu'on a ravalés, qui sont jolis. On pourra les montrer aux touristes, aux investisseurs internationaux, on pourra faire venir des touristes, etc. Donc, en fait, c'est une lutte pour le contrôle public de l'espace qui oppose donc des gens de milieux populaires et des gens qui sont voilà, les autorités politiques de la ville. Et c'est absolument pas un cas isolé propre à la ville de Ho Chi Minh Ville, hein. C'est très nombreuses villes d'Asie du Sud-Est qui sont touchées par ce phénomène de conflits politiques autour de l'espace. Donc c'est ce que les géographes appellent des politiques de déguerpissement. Et c'est bien un exemple où on voit qu'il y a une nature de classe dans l'usage du pouvoir politique qui va requalifier en crime ou en délit des comportements qui jusque-là étaient parfaitement acceptables. Donc on voit bien que quand on accepte d'utiliser certaines catégories plutôt holistes, hein, plutôt voilà, qui s'intéressent aux structures sociales, et en l'occurrence qui sont marquées par une tradition critique de type marxiste, on voit que la manière dont on va penser la criminalité, ou en tout cas certains types de crimes, est complètement différente. On est sorti du monde mental de notre ami Lacoud, là. On parle de tout à fait autre chose. On voit des types de phénomènes qu'on ne peut pas voir avec d'autres concepts. C'est ça que je voulais vous montrer ce soir, hein. C'est quand même assez spectaculaire. Voilà. Allez, je continue. Alors, il nous dit aussi, Barata, là, que depuis des dizaines d'années, il y a une littérature extrêmement vaste basée sur l'observation empirique qui a analysé la réalité pénitentiaire sous ses aspects psychologiques, sociologiques et d'organisation. La communauté des incarcérés, la sous-culture des institutions modernes de détention, se présente à la lumière de ces enquêtes comme dominée par des facteurs qui, jusqu'à présent, en faisant un bilan réaliste, ont rendu vaine toute tentative de faire œuvre de socialisation et de réinsertion au moyen de ces établissements. Il reste le moment culminant et décisif de ce processus de marginalisation qui crée la population criminelle. Donc là aussi, on est du côté des déterminismes de l'environnement social, et ce qu'il nous dit, c'est que la prison est un milieu criminogène. Et c'est pas une thèse qui est propre à des gens marxistes, hein. Je pense qu'il y a d'autres juristes, d'autres spécialistes du droit, d'autres spécialistes de criminologie qui ont aussi un petit peu cet avis, hein. Quand on enferme des gens longtemps avec d'autres gens qui sont eux-mêmes des criminels, et parfois des criminels bien pires que ce que vous êtes vous-même, au bout d'un moment, ça risque d'affecter votre perception de ce qui est normal ou pas, de ce qui est des rapports sociaux, des attitudes à avoir, etc., etc. Et donc il y a des effets sur le comportement des individus
de l'enfermement carcéral. Et dans cet article, c'est un article qui date de 80. Ça pourrait être actualisé, ça pourrait être modifié, et puis c'est un point de vue, je ne vous dis pas que c'est la vérité telle quelle, hein, mais voilà, son point de vue, c'est que l'environnement social carcéral est criminogène. Et là encore, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas entendable, qui n'entre pas dans le cadre d'explication du modèle utilitariste, puisque c'est de l'ordre du déterminisme, quels sont les cadres de référence des individus qui vont les pousser à trouver un comportement acceptable ou pas, quels sont leurs pairs de référence, quel genre d'identité ils vont se construire. On pourrait formuler cette thèse avec un langage un peu différent, mais voilà, l'individu va se créer une identité de criminel par sa socialisation en prison, parce que finalement il a trouvé que c'est normal d'être un criminel puisqu'il est entouré que de gens qui le sont. Ou en tout cas, c'est un type de déterminisme qui peut exister. Et après tout ça, finalement, si l'individu, après, il continue d'avoir un comportement criminel une fois libéré, c'est pas forcément qu'il a rationnellement calculé le coût de ce qu'il fallait faire ou pas. Hein. C'est devenu sa personnalité, en fait. Et donc là encore, bon, il préconise rien spécialement dans le texte, hein, mais si on prend au sérieux ses propositions, il y a une critique à faire du fonctionnement des institutions carcérales si on veut aboutir au résultat qui serait une diminution de la criminalité. On ne peut pas juste se contenter d'avoir une approche utilitariste et de se dire qu'il faut jouer que sur la variable du calcul du coût-avantage du crime à commettre. Si on veut moins de criminels, il faut que les facteurs qui poussent les gens à être criminels soient supprimés, et ça implique certainement de revoir le système carcéral. Ce sera aussi pas mal pour les gens qui travaillent et pour les problèmes de bagarre en prison, d'insécurité des personnels, et ainsi de suite. Si on y met un jour les moyens. Ensuite, alors dernière thèse qui est plus polémique, je ne vais pas trop m'arrêter dessus, il nous dit aussi que dans leur structure plus élémentaire, les rapports sociaux pénitentiaires ne sont rien d'autre que l'amplification, sous une forme moins mystifiée et plus pure, des caractéristiques typiques de la société capitaliste. Donc les rapports sociaux des gens en prison, ce sont des rapports sociaux basés sur l'égoïsme et sur la violence illégale, à l'intérieur desquels les individus les plus faibles sur le plan social sont contraints dans des rôles de soumission et d'exploitation. Avant de parler d'éducation et de réinsertion, donc là c'est très drôle parce qu'on a une critique de la réinsertion et de certaines politiques éducatives, on va dire, mais là elle est critiquée depuis un autre point de vue que la perspective de la coude du premier article. Avant de parler d'éducation et de réinsertion, il convient donc de faire un examen du système des valeurs et des modèles de comportement présents dans la société où on veut réinsérer le détenu. Un tel examen ne peut qu'amener, je pense, à la conclusion que la véritable rééducation devrait commencer par la société avant de commencer par le détenu. Avant de vouloir modifier les exclus, il convient de modifier la société excluante, touchant ainsi le mécanisme d'exclusion à sa racine. Donc c'est à la fois très court, très radical et très discutable, mais la thèse qui est défendue ici, et là où on voit qu'on a vraiment un point de vue holiste, c'est de dire que finalement le comportement criminel, il exagère des types d'attitudes qui sont déjà ceux qu'encourage la société capitaliste, qui est égoïste, qui méprise les plus faibles, qui veut le profit. Finalement le criminel, il fait tout ça en mieux, quoi. Quelque part il a compris... il a mieux compris que les autres comment être un bon spéculateur, un bon individu calculateur égoïste. Et puis voilà, lui, il le fait en violant la loi, d'autres le font en violant la loi, mais finalement, son comportement serait une exagération des attitudes attendues ou des attitudes validées socialement par la société capitaliste dans son ensemble. Et donc, c'est là où on voit qu'avec des catégories de ce type-là, la criminalité, elle est non pas relativisée, mais considérée comme la conséquence du fonctionnement global de la société dans son ensemble. Ou en tout cas de certains traits de cette société, parce que s'il nous dit qu'il faut changer la société, c'est bien qu'il pense que c'est pas fatal. Mais, donc ce texte-là, il comporte une forme de critique générale des rapports sociaux de la société capitaliste moderne, et là encore, si on essaie d'en tirer une perspective ou une orientation dans un sens politique, eh bien on se dirait que si on veut que les individus soient moins criminogènes, il faut que les modèles sociaux de comportement
acceptable soit moins égoïste, moins violent, moins excluant, encourageant les individus à se faire soumettre ou exploiter, etc., etc. Et finalement, on ne pourrait pas voir ce résultat-là sans remettre en cause des choses qui, à première vue, n'ont pas de rapport avec la criminalité. Mais implicitement, implicitement, en fait, la volonté de décriminaliser la société, si on accepte les postulats de ce texte, implique de transformer d'autres institutions sociales et d'autres rapports sociaux qui, a priori, n'ont pas de lien avec la criminalité, mais dont la criminalité serait la conséquence par exagération de comportements outre, rencontrant d'autres déterminismes qui ont été expliqués au-dessus, etc., etc. Donc, c'est là où on voit que c'est vraiment holiste, puisque c'est la société dans son ensemble qui fait l'objet d'une critique, et la criminalité n'est pas pensée de façon isolée, comme ça pouvait être le cas dans la première perspective. Et encore de la pub. Voilà, donc c'était le texte de Bharata. Je pense qu'on va conclure. Hein. Bon, je n'avais pas spécialement prévu de critique parce que je pensais que je n'allais pas avoir l'énergie de lui faire une critique aussi détaillée que pour le texte de la Code. Mais je conclurai en vous disant que finalement, si vous devez retenir qu'une seule chose de cette conférence, ce sera que la manière dont on pense la criminalité et plus généralement n'importe quel phénomène social dépend des démarches intellectuelles et des catégories qu'on va utiliser pour la penser. Et donc, si vous devez vous intéresser sérieusement à ces sujets, demandez-vous quel chercheur suis-je en train de lire, quels sont ses postulats, quels sont les œillères que sa démarche peut avoir, et essayez de vous souvenir que finalement, quand vous lisez une réflexion, une démarche, vous lisez un point de vue, il n'y a aucun point de vue qui a la vérité absolue, le point de vue de la Coude n'est pas totalement idiot, le point de vue de Bharata, moi personnellement, me semble plus pertinent ou plus profond, mais c'est pas non plus exhaustif, et c'est pas non plus totalement... Enfin, on pourrait le critiquer aussi. Donc voilà, essayez de faire jouer les points de vue les uns des autres, essayez de croiser les perspectives, et vous aurez une pensée plus complète à mesure que vous intégrerez différentes manières de penser les problèmes. Je vous remercie.